Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre épisode d'Histoire oubliée consacré au Liberator du 25 mai 1944. Et rappelez-vous, dans ce premier épisode consacré au premier crash, celui d'Angel in the Sky, nous avions placé un petit peu le contexte historique et nous nous étions arrêtés en fait au col de Belle-Barbe. Et c'est là que l'on va reprendre immédiatement la suite de cette histoire avec le crash du Lucky Lady. C'est parti, générique. Et on se dirige devant la stèle du deuxième crash de la journée du 25 mai 44. La voici. Ce site est commémoré une fois par an, au mois d'octobre, par la municipalité de Saint-Raphaël. Il faut voir cette plaque qui est bien propre, bien nettoyée. Il y a une erreur, je ne sais pas comment ils ont fait. Il y a une erreur sur le numéro matricule de série. L'avion est le 41-29-382 et non 582. On ne pouvait plus le changer, ça a été fait. On retrouve bien la date du 25 mai 1944. Voilà, abattu par la DCA et la chasse allemande. Voilà. Cet avion était le Lucky Lady, piloté par le sous-lieutenant William Trotter. Sur 10 hommes d'équipage, un seul survécu ce jour-là. Il s'agit du pilote William Trotter, très gravement brûlé. Les Allemands le récupèrent près du viaduc d'Antéor, l'amènent sur Toulon. Ils ne peuvent pas le soigner parce qu'il est trop brûlé. Il est donc dirigé sur un hôpital allemand spécialisé à Dijon, où il décédera de septicémie précisément 3 mois plus tard, le 25 août 1944. Aujourd'hui, le corps du pilote, le lieutenant Trotter, est inhumé au cimetière d'Épinal, dans le nord-est de la France, et son équipage, lui, a été rapatrié. 6 hommes ont été rapatriés aux USA, et 2 sont aujourd'hui inhumés au cimetière militaire américain de Draguignan. Donc pareil, cette stèle, c'est à l'initiative de ton association que vous avez réalisé cette... Une fois que nous avons retrouvé l'histoire, que nous avons trouvé des familles, nous avons contacté avec Aérorelique la municipalité de Saint-Raphaël qui nous a bien aidés puisqu'elle a pris totalement en charge les travaux de la stèle, de la pierre et du gravage du marbre. Et c'est grâce donc à eux qu'aujourd'hui cette stèle est là et est commémorée donc une fois par an pour ne pas oublier. Et bonne nouvelle pour ce deuxième site de crash, la stèle est toujours présente, elle n'a pas disparu. Alors là nous allons prendre juste ce chemin et nous allons nous diriger sur un endroit qui est particulier, lié au crash d'ailleurs. Vous allez voir, alors on y va. Ce bombardier, de type H, matricule 41 29 382, surnommé le Lucky Lady, va être atteint par la combinaison de la chasse allemande, mais également par l'extraordinaire concentration de canons anti-aériens appartenant aux 8 batteries de flak qui défendaient le secteur du viaduc d'Antéor. Et ce sera au final un obus de 8,8 cm flak qui éclatera directement dans le nez de l'appareil, endommageant gravement de ce fait tout le caravan du B-24 et en lui propageant bien sûr un énorme incendie à bord. Cet obus, très bien placé dans sa cible par les artilleurs allemands,
va instantanément tuer à leur poste dans une effroyable explosion projetant des milliers de particules de métal tranchant 6 des 10 membres d'équipage avec, pour commencer, le mitrailleur de tourelle de nez, le Staff Sergeant Dales W. Jones, suivi du bombardier, car son poste se trouvait non loin de la tourelle avant, juste un petit peu en dessous. Il s'agit de l'officier, le second lieutenant Leonard Lee Meyer. Le copilote du Lucky Lady, le capitaine Robert F. McCarthy, succombera de ses blessures aux commandes de son appareil. Les éclats de cet obus fusant de 88 ne vont pas épargner les membres d'équipage qui se trouvaient sur le chemin en fait du blast de cette explosion, au-delà même de la soute à bombe, à croire que cette boule de feu n'épargnera que les 4 autres membres de l'équipage positionnés dans des postes un petit peu plus en retrait. Ainsi, le mitrailleur de tourelle dorsale et mécanicien de bord, le Technical Sergeant Robert T. Grissett, décédera lui aussi à son poste de tir, suivi des 2 mitrailleurs de sa bord qui se trouvaient un peu plus loin dans la carlingue. Il s'agira de 2 Staff Sergeants avec le premier Oakley E. Casey et le deuxième John E. Beck. C'est donc bien ce coup fatal qui est à l'origine de la perte du Lucky Lady appartenant au 777e Bomber Squadron tel qu'il est mentionné dans le rapport de perte 5055. Cet appareil assurait aujourd'hui sa 9e et donc dernière mission de combat. Les détails de ces ultimes instants du Lucky Lady furent consignés dans les rapports des témoins directs de la scène, tels que le pilote du B-24 All Granddad's Dream, qui faisait partie de la même formation. Son pilote, le second lieutenant Rod S. Parrish, déclare avoir observé l'explosion du moteur numéro 2, suivie d'une très épaisse fumée s'échappant du moteur numéro 1, avec également de grosses fuites d'essence. Dans ces témoignages, on apprend que le Lucky Lady, juste après avoir franchi la côte en direction de la Méditerranée, et fumant de toutes parts, va brusquement effectuer un virage à 180 degrés de façon à se rediriger vers la côte où il sera vu disparaître tout doucement vers la chaîne montagneuse au-dessus du petit village d'Aguet. Lors de ces combats aériens, les Alliés ne seront pas les seuls à avoir des avions abattus. Et il sera également recensé la perte de 2 Messerschmitt Bf-109, dont le crash de l'un d'eux fut recensé au lieu dit de la Roche-Josier. Quant au deuxième, nous tentons toujours de localiser sa position dans l'un des vignobles du secteur. Pour la petite anecdote, le B-24 All Granddad Dream, lui aussi, fut fortement touché par la flak lors de cette mission. Et il sera rapidement réparé à leur base de Gioia delle Colle pour être en mesure de repartir bombarder, cette fois, la ville de Nîmes, seulement 2 jours plus tard. Et il partagera malheureusement le même destin tragique que le Lucky Lady en ce 27 mai 1944 en se crachant, quant à lui, sur la commune de Courthézon. Voilà, donc, parmi les pins, non loin de la stèle commémorative, eh bien, en avançant de quelques pas dans la forêt, on retrouve quelques petits artefacts de cet appareil, des morceaux d'aluminium fondu que l'on va vous montrer de suite. Je crois que Philippe en a déjà retrouvé. Alors, il se trouve qu'il y a eu des gros orages récemment. C'est très sec ici, nous sommes à l'Estérel. Et les gros orages, comme ça tape fort, laminent le sol et tout ça ressort. Je suis venu il y a un peu plus d'une année et j'ai pas vu ces morceaux-là comme ça. Voilà. Et tout ça, c'est de l'aluminium pur fondu qui est principalement lié au moteur. Eh bien, regardez, voilà ce que nous disait Philippe. Vous voyez, des morceaux d'appareil, des petits morceaux de câblage d'aluminium fondu. Voilà. On est bien sur les vestiges de ce bombardier disparu désormais dans la forêt. L'avion était une torche. Lorsqu'il est tombé, lorsqu'il a été abandonné, il est tombé en tournoyant sur lui-même comme une feuille morte et il est tombé à plat. Et la preuve, c'est que les photos que nous avons, on voit l'avion complet au sol. Donc tu feras voir la photo. Et comment, moi je pensais qu'il était en morceaux l'avion. En réalité, il était complet. Il est tombé à plat, complet, en feu, il a fini. Il s'est consumé alors, sur place. Consumé. Et d'ailleurs, les photos que nous possédons, que vous allez voir donc dans le film, on voit bien l'empennage complet. Il est complet debout
Il reste que ça qui est intact, le fuselage, et le photographe est sur l'aile, il est comme ça. Il prend la photo dans ce sens, on voit le fuselage et on voit les bonbons d'oxygène du fuselage complet. Et là, il y a 30 mètres entre les deux ailes sur les photos. Là, tu dis que l'aile était positionnée de là? Dans ce sens. Dans ce sens. 30 mètres. Alors, je ne peux pas te dire là le centre exact de l'appareil. C'était pas comme ça. Les photos le prouvent. Heureusement, les photos sont là. Et surtout, autre chose. On va voir, il y a un escalier pas loin. Et bien sur la photo qui est prise comme ça, où on voit les moteurs. Oui, il y a l'aile qui repose sur l'escalier. Non, il y a une hélice. Il y a une hélice qui est là. Elle n'y est plus, elle a été enlevée. Et tu vois l'escalier. Il y est. Et on est là devant. Donc là tu es sur l'escalier de la photo alors. Là, tu rentrais. Là. Mais quand l'avion est tombé, il restait que l'escalier déjà. Il n'y avait plus rien. Alors, tout a changé. Il n'y avait aucun arbre. Ici, il y a eu plusieurs incendies qui ont été vraiment ravageurs. Tout a été brûlé, laminé, tout a changé, quoi. Bon, très bel endroit. En tout cas, moi, amateur de champignons, je peux vous dire que l'endroit me plaît fortement. Je pense que je viendrai y retourner faire un petit tour parce que ça sent le champignon. Alors maintenant, je vais vous faire voir quelque chose qui est très rare sur un site de crash d'avion qui date de 79 ans en arrière, donc ça va faire bientôt 80 ans. Lorsque l'avion est abattu, 6 hommes restent à bord. Ils ont été tués, ils seront retrouvés calcinés dans la carlingue de l'avion. Ces 6 hommes seront enterrés dans une fosse commune à environ 30 mètres dans le nord-est de l'épave. Nous avons retrouvé et localisé cette fosse commune qui a été vidée. Ces 6 corps ont été identifiés après la guerre et ramenés aux USA. Ils sont tous ensemble aujourd'hui dans une fosse commune dans le Kentucky, un cimetière du Kentucky. Ça fait donc 6 hommes. Alors la fosse commune est faite par là. Il y a un arbre qui a poussé dedans. Là, il y a un trou devant nous. Alors, fosse nouvelle. On n'est pas loin, hein, c'est certain. On n'est pas loin, mais on n'y est pas. Et je suis venu il n'y a pas longtemps, je crois il y a 1 an ou 2, et j'ai pas retrouvé. Philippe, viens voir. J'ai trouvé un trou qui me paraît pas tout à fait naturel. Et il y a un pin qui a poussé à l'intérieur du trou. Donc est-ce que ceci, j'attends confirmation de ta part pendant qu'il pleut, est-ce que ceci serait en fait la fosse commune? C'est ça. C'est ça, c'est la fosse commune des... 30 mètres, tu arrives au niveau des ailes. C'est ça. Voilà ce qu'il en reste, exactement, c'est ça. Et l'arbre a poussé, je t'avais dit qu'il y avait un arbre qui avait poussé. Bravo, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, on dirait un trou d'obus. Il était plus profond quand on a découvert. Et regarde autour, il y avait eu un très vieux remblai, tu vois. Mais bravo, t'as l'œil, Ludo. Voilà, un endroit assez émouvant, cette fosse commune, où les Allemands ont déposé ici 6 corps. Absolument. Il se trouve que quelque chose qui prouve que tous les Allemands, bien entendu, n'étaient pas, comme on le dit, des nazis. Lors de notre première fouille, entre guillemets, sur place avec l'association aérorelique, grâce au rapport, nous sommes arrivés de l'aile de l'avion, on a compté 30 mètres dans le sud-est, nous sommes tombés ici. Il se trouve que lorsque nous sommes arrivés sur ce lieu de sépulture, puis c'est une fosse commune, où les 6 corps ont été retirés entre 1945 et 1946 pour être identifiés, ce qui a pu être enfin fait. Ils sont tous retournés aux USA, bien entendu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Qui s'est chargé en fait de récupérer les corps? Ce sont les Grave Registration, c'est-à-dire les... Et du coup, ils sont venus ici, et c'est eux qui mènent en fait les investigations sur les dépouilles. Voilà, après-guerre notamment. Là, ça a été le cas. Parce que nous, on n'a pas le droit de toucher, hein, on s'entend bien. Hein. De toute façon, dès qu'on est sur un site de la Seconde Guerre mondiale où il y a des ossements, si on trouve des ossements qu'on les remet au jour, par définition, on doit arrêter toute fouille. Il faut contacter la gendarmerie qui commande les services officiels. Nous, on ne doit pas toucher à ça. Nous n'avons jamais rien trouvé d'ossement ou quoi. Par contre, je trouve que Christian, avec Brian, nos amis de l'association aérorelique, et il y avait Daniel aussi d'ailleurs, je trouve que Christian trouve une douille en cuivre toute émoussée, toute abîmée. Une deuxième,
il fait un pas, une troisième, il me dit Philippe, tu sais ce que c'est? Je dis non, c'est quoi? Ce sont des douilles allemandes qu'on mettait dans des carabines. Et lorsqu'on faisait le respect aux morts, eh bien, on tirait en l'air, c'était le respect militaire, qu'ils ont été malgré tout inhumés avec les honneurs militaires. Ça c'est prouvé, il y avait plusieurs douilles autour qu'on a retrouvées. Ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, Absolument. moi qui partais sur l'idée que, bon, allez, on voit ce stéréotype où les Allemands, bah, ils font un trou, c'est une fosse commune, en plus le nom l'indique, hein, on ne cherche pas à comprendre, on met dedans. Et toi, en fait, cette théorie, tu nous la réfutes totalement. Les Allemands ont rendu des hommages militaires à leurs opposants, leurs ennemis. Absolument, absolument. Et nous en sommes certains. Toutes les douilles étaient bien sûr percutées. Pourquoi elles se seraient retrouvées ici? Ça a été confus. Je ne sais plus combien il y en avait plus de 3. Là, j'en ai cité 3, il y en avait vraiment plusieurs. L'équivalent d'un peloton en fait, qui se met ici, le long, voilà, et qui font une salve. De 4 ou 6 soldats, je ne le sais pas. Eh bien, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un détail qui est étonnant et qui nous fait quand même changer un petit peu notre vision stéréotypée du côté manichéen que pouvait avoir cette guerre. Et finalement, bah oui, tout n'est pas si blanc et si noir. Et malgré qu'ils étaient opposés, eh bien, ça n'a pas empêché les Allemands d'avoir du respect, même si de prime abord, en les voyant dans une fosse commune, on se dirait, bah, tiens, ils sont pas embêtés. Ben non, pas tout, non, pas ce du n'est tout. pas le cas. Ils ont fait ça comme ils ont pu. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est triste, mais vu la chaleur, l'intensité de l'incendie, puisque les réservoirs se sont vidés, l'incendie a été énorme, il ne restait quasiment plus de corps, quoi. C'était un embrouillamie de corps qui a été récupéré, je ne sais pas comment, je n'ai pas les détails bien entendu, et mené ici. Donc. Et ces 6 hommes aujourd'hui sont retournés dans leur pays. D'accord. Ils sont inhumés où alors? Ils sont inhumés au cimetière Zachary Taylor à Louisville dans le Kentucky. Au cimetière Zachary Taylor, il y a beaucoup d'ailleurs de sépultures militaires en common grave, comme ils disent, c'est-à-dire en fosse commune. Il y a beaucoup de fosses communes à Zachary Taylor d'aviateurs, de marins et de soldats de l'US Army. Cet incendie, déclenché à la suite du crash du Lucky Lady, fut assez vite circonscrit grâce à une poignée d'adolescents présents dans un camp de jeunesse qui se trouvait non loin du site du crash. Ce ne sera que le lendemain, le 26 mai, que les Allemands accédèrent à la zone et récupérèrent dans les restes du brasier les 6 corps des aviateurs n'ayant pu s'extraire de l'avion en feu. Les dog tags que vous voyez ici sur ces photos, avec pour certaines encore des traces de combustion, furent celles récupérées par les Allemands juste avant de placer les corps dans la fosse commune, comme vient de nous l'expliquer Philippe à l'instant. L'anecdote également à relever concernant cette tombe était que les Allemands y placèrent une croix pour indiquer la présence, bien entendu, de ces 6 malheureux, mais également ils y ajoutèrent surtout la parfaite identification de l'appareil grâce à son serial number, encore bien visible sur la double dérive de queue, malgré le terrible incendie. Ces numéros, peints au pochoir dans la partie basse du logo du 464e Bomber Group, que voici, était le numéro matricule propre au Lucky Lady. Ces logos avaient un rôle très important en vol pour les aviateurs, notamment lors des phases où il fallait impérativement respecter le silence radio, mais aussi pour les aider à mieux se repérer dans leur groupe de bombardement afin de ne pas se tromper de position dans cette formation de combat. Le surlendemain, le 27, les Allemands retrouvèrent encore 2 nouveaux corps dans cette forêt sur les 4 aviateurs ayant réussi à s'extraire de cet appareil en sautant en parachute. C'est ce que nous allons découvrir immédiatement. Harry Lovell, et Robert Junior, 2 mitrailleurs du B-24, ont été formellement identifiés séparément par les Allemands et inhumés près de l'épave. Nous nous y rendons maintenant. Et après, je donne la suite. On voit bien que c'est commémoré, les drapeaux, toujours représentants et respectueux. Lorsque nous intervenons sur l'histoire de cet avion, c'était au milieu des années 80, ça devait être 84-85, la première fois que nous sommes amenés ici par monsieur Laugier qui habite la ferme du Grenouillet. C'est sa famille qui a mené les Allemands sur le site du crash parce qu'ils ne connaissaient pas, c'était la forêt. On découvre, dans la forêt, on découvre 2 tombes, ce sont vraiment 2 tombes, vous voyez ? En réalité, ici, on reposait jusqu'en 1945 Harry Lovell et Robert Junior.
Là, sur la plaque, on voit, voilà, on peut filmer maintenant la plaque où il y a tout l'équipage. Vous voyez, on retrouve le Fly Officer, Harry Lovell. Et on retrouve bien sûr Robert Junior qui était radio-opérateur mitrailleur. Et sur la plaque, il est aussi marqué, 6 d'entre eux ont été provisoirement ensevelis ici. Ce n'est pas la réalité, puisqu'ici il n'y a eu que 2 hommes, les 6 autres ayant été enterrés dans la fosse commune un petit peu plus loin. Donc finalement, ça nous donne ni plus ni moins que 8 corps à 50 mètres d'intervalle. 6 dans le trou là-bas et 2 ici. Tout à fait. Du fait de leur meilleur état de conservation, lors de leur découverte, ces 2 autres corps d'aviateurs, et aussi parce qu'ils ont été découverts que le lendemain de la sépulture de la fosse commune, le radio-mitrailleur Technical Sergeant Robert A. Junior et le Flight Officier Navigateur Harry E. Lovell furent inhumés ici, un peu plus en retrait que leurs 6 compagnons, avec l'identité complète de leur nom et leur matricule apposée sur une croix posée par les Allemands. Nous avons retrouvé une plaque d'identité, celle du copilote Robert McCarthy. Nous l'avons retrouvé. McCarthy fait partie de la fosse commune. Et cette plaque, elle est, c'est mon ami Jean-François Lafosse qui l'a découverte, qui me l'a remise en main. Elle mesurait, mais même pas le quart d'un millimètre. En épaisseur? En épaisseur. Elle avait été ruinée complètement. Et lorsque nous l'avons pris, nous avons pris avec précaution. Elle s'est désagrégée, elle était trop abîmée. Ça prouve que l'état, la chaleur qu'a dégagé l'incendie, c'était quelque chose d'une folie. C'était. Heureusement, tu gardes une photo précieusement de cette plaque d'identité, cette dog tag. Complètement. Ah, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont mis également des débris d'avion. Regardez ça. Absolument. Sur la tombe. C'est devenu une coutume. Alors, d'habitude, il y en a beaucoup plus. Il doit y avoir des personnes qui doivent en amener chez eux. D'habitude, il y en a beaucoup plus, effectivement. Ce sont bien des vestiges de libérateurs. Donc en fait, en se promenant sur le site, aux alentours, eh bien, des pérégrinations au milieu des bois, si vous trouvez un morceau de métal, là, regardez, je vais le faire, un morceau d'aluminium fondu, eh bien, la tradition du site eh bien, préconise que les quelques découvertes de l'avion, par mémoire, on les dépose, voilà, ici, sur la petite stèle, regarde ça. En leur souvenir. Ah, mais ça, c'est un morceau de verre bombé, et du coup, de tourelle. C'est la tourelle, ça. Il y avait, on appelait ça une vitre blindée, armor plate en anglais. Il y avait plusieurs couches contre-collées de verre. Voilà. Et quand, suivant les crashs, comme ça se passait, ça éclatait en morceaux. Et il y a plusieurs morceaux, il y a 7 épaisseurs, de 7 à 9 épaisseurs de verre. Cette épaisseur-là, et des fois un peu plus épaisse, un peu moins épaisse, et c'est contre-collé. Voilà. Ça permettait aux balles de rentrer, mais la force... Oui, de toute façon, c'est du verre et ça c'est typique aussi de l'avion. Là, il y a du tissu de l'appareil. Ça, c'est les sangles. Alors, et surtout, également, je l'ai vu sur d'autres crashs, c'est en fait aussi... au-delà de la sangle, parce que là c'est très difficile de vous dire exactement, mais ça peut être également les protections qu'il y a autour des durites hydrauliques pour éviter la transmission de la chaleur en fait. Et ça évite le contact et la friction. Je l'ai déjà vu entortillé directement sur des conduites, sur certains autres crashs que l'on a pu visiter avant de venir ici. Mais si on regarde avec attention, on en trouve réellement de partout. En fait, la stèle est carrément au milieu de... Et là, tout ça, de l'avion. Tout ça ressort suite au violent orage qu'il y a eu là dans les jours qui sont à peine, là, les jours passés. Ça a tout lavé, tout nettoyé. En parlant de violent orage, il commence à tomber quelques ça y est, gouttes, et ça fait rien. On commence à prendre quelques gouttes sur le nez. Et nous sommes bien là. Donc voilà, cette sépulture des 2 personnes qui ont été inhumées là. Harry Lovell et Robert Junior. Le pilote du Lucky Lady, le second lieutenant William Olivier Trotter, lui aussi ayant réussi à se parachuter hors de son appareil,
fut fait immédiatement prisonnier près du viaduc d'Antéor par les servants de la batterie de Flac en protection de celle-ci et comme nous l'a expliqué Philippe précédemment, il fut transféré dans un hôpital près de Dijon pour tenter d'y soigner ses affreuses blessures. Dans celui-ci, il y fera la connaissance d'un autre pilote de B-24 crashé le 5 juillet lors d'une mission au-dessus de Toulon. Il s'agissait du second lieutenant Edward Auguste Grunwald aux commandes du Free Delivery, tombé plus précisément sur la commune de Lavalette. On apprendra dans une correspondance entre Grunwald et la femme de Trotter, qui avait pour but de remplir une promesse que s'étaient faites les deux hommes sur leur lit d'hôpital, que si au moins l'un d'eux survivait, il devrait en avertir et en informer la famille du défunt. Et l'on apprend dans celle-ci que Trotter, alité, ne pouvant pas bouger dû à ses blessures au 3e degré, sera laissé sur place dans cet hôpital, quasiment sans soins. Car lors de la débâcle allemande, les voies de chemin de fer ayant été détruites par les Alliés, les Allemands n'emmenaient avec eux que des prisonniers valides et en capacité de marcher. Le manque de moyens et de soins dans cette trouble période ne purent empêcher l'infection de ses blessures et Trotter décédera 3 mois après son crash. Il avait 23 ans. Le pilote est le seul qui s'en sort très gravement brûlé. Il décédera donc 3 mois plus tard. Voilà. 2 autres parachutistes qui ont évacué l'avion sont retrouvés décédés. Là, rapidement, non loin de l'avion. Et le cas qui sort de ce cas du Lucky Lady au niveau de son histoire, c'est que, et il en manque un pour faire 10, ce 10e ne sera retrouvé au milieu de la forêt grâce à son parachute blanc qui sortait de la forêt par des bûcherons en avril 1946, c'est-à-dire quasiment 2 ans plus tard. Et je possède tous les rapports de découverte du corps avec son portefeuille, les photos, l'argent qu'il avait sur lui. Donc c'était véritablement en fait un squelette accroché au bout de filin de son parachute alors. Le parachute était encore accroché aux arbres. C'était tellement fourni après la guerre ici, c'était une forêt intense et immense. Mais tu dis que ça a brûlé, donc malgré tout il restait quelques arbres. Ça a brûlé après. Là, lorsque l'avion a brûlé, l'incendie, il a été circoncis sur, je pense, 200-300 mètres. Ça n'a pas mis le feu à la forêt, pas du tout. Ça a brûlé tout autour et ça a brûlé les arbres autour, ça oui. D'accord, je pensais que ça avait vraiment embrasé toute la montagne. Ça n'a pas embrasé la montagne, pas du tout. Les incendies ont eu lieu dans les années 60, principalement 70, où il y en a eu plusieurs d'affilée qui ont été catastrophiques, ainsi de suite. Et cet aviateur, le pauvre, qui était toujours attaché à ses suspentes, était au sol en état de squelette. Et personne n'avait découvert. Et on ne pouvait pas le découvrir parce que la forêt était impénétrable dans les années juste après-guerre. Et les bûcherons qui travaillaient régulièrement, j'ai leur nom, leur identité, j'ai retrouvé un membre de famille d'un des bûcherons qui a toujours raconté dans sa famille comment il avait découvert cet homme-là. C'est le parachute déchiré entre-temps blanc qui attire son regard. Il était avec un ami, il dit tiens, qu'est-ce que c'est, on s'approche. Et là, horreur et stupéfaction, il tombe sur le corps d'un aviateur. Voilà. Alors, ainsi de suite. Donc lui est retrouvé, ça fait 2 ont été inhumés sur place, les 6 dans la fosse commune. Dans les fosses communes et le pilote, ça fait bien 10 hommes. Et le site où les bûcherons ont trouvé le corps accroché à l'arbre, finalement vous n'avez pas eu l'occasion d'y laisser un signe particulier pour reconnaître l'endroit, non? Il est donné dans les rapports l'endroit, mais l'endroit. Alors l'endroit en forêt, c'est un endroit... ouais, c'est très vague. Qui est cité, et l'endroit précis, voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, on a fini sur ce 2e crash de la journée du 25 mai et on se dirige désormais vers Cannes pour voir le 3e crash. L'appareil s'appelle comment déjà? Le Strictly Commander, qui était piloté par le capitaine Robert W. Hornbecker. Bon, allez, direction ce 3e site de crash et on aura fait le tour de nos 3 avions impliqués dans cette journée mémorable du 25 mai sur la région cannoise et ses alentours.
Alors, nous voici sur l'artère principale à l'intérieur de cette ville bien connue qui s'appelle Cannes. Elle est connue justement pour son festival international du film, principalement, et bien entendu pour tous ses hôtels et le côté tourisme. Bref, si nous nous retrouvons ici actuellement, eh bien c'est en fait pour continuer et terminer notre petit périple sur les crashs du 25 mai 1944, et nous allons découvrir ensemble ici le troisième crash qui est le B24 Strictly for Hunger, crashé sur une petite colline un petit peu au centre-ville, on va dire, de Cannes, qui s'appelle la Croix des Gardes. Allez, on s'y rend de suite pour découvrir ce troisième crash. Avant de rejoindre la colline de la Croix des Gardes, nous allons ensemble faire une halte sur une autre petite colline, celle du Suquet. Elle se trouve directement en centre-ville et nous allons découvrir ensemble cette dernière histoire. Philippe, tu nous emmènes où là? Alors là, nous sommes dans les petites rues du Vieux Cannes, la colline du Suquet, et nous allons arriver à ce qu'on appelle la Castre, où il y a un musée au sommet avec une vue sur Cannes fabuleuse. Et de là, on va apercevoir le massif de la Croix des Gardes en arrière, que l'on va comparer avec la photographie où il y a la fumée qui s'échappe lorsque l'avion vient juste de s'écraser. Alors, si je comprends bien, tu nous fais monter ici parce que... Ah, j'en ai mal à reprendre mon souffle. Il y a une photo en fait où un des témoins a photographié à l'instant même le crash en train de survenir sur la colline des Croix des Gardes. Alors, et tu nous amènes sur le point de vue, c'est ça? Alors cette photo a été prise par Victorin Morel, bien connu à l'Avocat, Victorin Morel, qui habitait au Bosquet d'ailleurs, et c'est lui qui avait 14 ans à l'époque, qui a pris ce cliché où on voit la fumée qui s'élève du lieu du crash à la Croix des Gardes. Bah, c'est une chance inouïe qu'il avait déjà un appareil photo et puis qu'il ait pu saisir cet instant parce que ça se passe très rapidement en fait, hein, un crash. Absolument. C'est d'ailleurs le fait que les sirènes d'alerte se mettent en place, les tirs de DCA qui ont attiré son attention. Il a vu l'avion qui arrivait de la mer, le temps de prendre son appareil photo et de monter vite à la Castre. L'avion s'était écrasé. Alors voici un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi? Nous sommes devant l'ancienne école, durant la Seconde Guerre mondiale, du Mont Chevalier, qui est aujourd'hui bien sûr l'école des Beaux-Arts de Cannes. Et c'est dans cette cour que mon propre père, Jean-Baptiste Castellano, alors âgé de 10 ans seulement, jouait avec un tas de ses amis, élèves. Il y avait des maîtresses aussi. À ce moment-là, ils entendent aussi les sirènes. Et mon père de 10 ans reste figé. Il voit dans le ciel un avion qui fait beaucoup de bruit, 2 moteurs en feu, passer au-dessus de sa tête. Le B-24 est passé au-dessus, entre la mairie et l'école du Mont Chevalier, qui est donc aujourd'hui l'école des Beaux-Arts de Cannes. Voilà, l'école existe toujours et c'est assez émouvant pour moi de me retrouver à l'école de la Castre, bien entendu. Donc ton père a été un témoin direct du crash alors? Tout à fait, et c'est d'ailleurs lui le premier qui m'a fait part, dans ma vie de chercheur, de l'histoire du B-24 de Cannes. C'est lui qui t'a transmis la passion du coup? Non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est lui qui m'a fait savoir qu'un B-24 Liberator s'était écrasé sur la colline de la Croix des Gardes le 25 mai 1944 et qui m'a appris l'existence d'ailleurs d'un monument, que nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure, d'un monument non loin du lieu du crash réel. Bon, bah écoutez, très sympathique cette petite pause nostalgie. Allez, on continue à gravir nos marches pour aller voir ce point de vue que l'on va comparer avec la photo de 44 et ce qu'il en reste de nos jours.
Finalement, ici, avec ce point de vue sur la ville, eh bien, il en a fallu vraiment de peu pour que cet avion percute et fasse un drame monumental dans le centre-ville. Hein, parce que avec un avion endommagé, réussir à dévier sa courbe, bien écoutez... Alors, tu as entièrement raison de le relever, puisque le sous-lieutenant Berkelin a sonné donc l'alarme d'évacuation du bombardier et lui-même a sauté, donc il n'y avait plus personne aux commandes et par une chance incroyable, l'avion a fait une boucle et est allé s'écraser sur la colline de la Croix-des-Gardes, alors qu'effectivement il aurait pu tomber sur le centre-ville qui à l'époque déjà, il y avait beaucoup de maisons, c'était exactement pareil, bon, moins de gros immeubles, mais la ville était vraiment déjà très peuplée et cela aurait été un carnage catastrophique. Et il est vrai que cette chance incroyable, l'avion s'est écrasé tout seul de lui-même sur le massif de Croix-des-Gardes où il n'y avait aucune habitation. D'ailleurs, je vais inclure dans le reportage, en fait, tu avais fait un petit croquis qui illustre bien en fait la courbe décrite par l'appareil, passant au-dessus des îles de Lérins et décrivant cette courbe jusqu'à son crash qui l'a stoppé dans son élan. Tout à fait, ce dessin pris sur le vif par M. Piozoli, exactement, que nous allons voir. Donc, allez, on va le mettre dedans, comme ça vous allez mieux voir la courbe dont on est en train de faire référence. Alors Philippe? Voilà, nous sommes quasiment approximativement d'où a été pris ce fameux cliché par Victorin Morel. On aperçoit l'hôtel du Suquet qui est ici derrière le groupe 1, en partie caché, juste derrière l'hôtel des Orangers. Sur les photos, ils existent bien, on les reconnaît bien. Bien entendu, les immeubles n'existaient pas à cette époque-là. Et surtout, au-dessus, la colline de la Croix-des-Gardes. Alors, tout en haut au sommet et à gauche, la fameuse croix, la magnifique croix qui domine toute la baie de Cannes, que l'on voit derrière nous. La photo est prise, l'avion s'est écrasé donc derrière la crête de la Croix-des-Gardes, entre, on peut dire à peu près, entre le grand pin que l'on voit tout en haut à gauche, et puis l'autre bouquet d'arbres qui est à droite, environ au milieu. Et lorsqu'on se réfère à la photo, on retrouve exactement le même schéma et la même ligne de crête de l'époque, bien entendu. Je vous mets la photo de façon à faire un fondu enchaîné. Voilà, il est tombé ici exactement. Bon. Et là-bas, je vous montre, regardez. Tout au loin. C'est la batterie du Cap-Roux où l'on était, eh bien, il n'y a pas plus tard que ce matin pour filmer justement cette défense anti-aérienne. Allez, c'est parti, on va monter en haut de la colline pour voir et terminer ce petit documentaire avec ce troisième crash.